Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour cette session à une introduction à l'identité électronique et l'infrastructure de confiance. Mon nom, c'est Rolf Rauschenbach. Je suis le chargé d'information pour l'identité électronique au sein de la Confédération suisse et il est mon plaisir et mon honneur de pouvoir vous présenter notre projet pendant la prochaine heure, plus ou moins. Auparavant, j'ai écouté quelques souffles et petits commentaires de vous, le public. Je vous prie de couper les micros pour le moment. À la fin, il y aura la possibilité de poser des questions. Mais tout d'abord, j'aimerais faire ma présentation et peut-être déjà répondre à quelques questions. Cette introduction, ce cours d'introduction est visé à des personnes qui n'ont pas de connaissances préalables au sujet. Peut-être vous savez que nous faisons régulièrement des réunions de participation où nous abordons des sujets spécifiques du projet. Les personnes qui sont des réguliers dans ces réunions de participation probablement ne vont pas écouter grand-chose de nouveau, mais naturellement, ils sont aussi les bienvenus, simplement pour éclaircir un peu les explications. Les personnes qui n'ont pas eu beaucoup de contact avec les questions liées à l'identité électronique vont sûrement se souvenir au vote référendaire qui a eu lieu il y a 4 ans, où la grande majorité du peuple suisse a rejeté le premier projet de loi sur l'identité électronique. Il est important de commencer par là parce que ça c'était un moment important dans la discussion sur ce sujet au niveau national. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais quand même quelque chose. Seulement quelques jours après, il y a eu des motions au Parlement par des membres de toutes les fractions en faveur d'une identité étatique et fiable. Et ces motions parlementaires sont en fait la base politique, la base légale pour le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Peut-être on a un son un peu bizarre. J'espère que c'est tout bon. Merci. Pardon. Donc, j'ai mentionné ces motions qui ont déclenché le nouveau processus pour une nouvelle loi sur l'identité électronique. Cette loi a été votée par le Parlement encore avant Noël de l'année passée, a été publiée dans le bulletin fédéral et avec ceci, le délai pour la récolte des signatures dans le contexte d'un référendum facultatif a été initié. Et nous sommes au milieu de ce délai pour un référendum facultatif. Pendant ce délai, pendant cette période de 100 jours, la Confédération suisse essaye de vraiment pas influencer ce processus politique qui est garanti par la Constitution fédérale. Moi, je vous informe, mais je ne vais pas participer à une discussion politique en faveur ou contre l'identité électronique. Et dans ce sens, je vous prie aussi de ne pas utiliser cette session pour des débats politiques. Il y a d'autres moyens, d'autres plateformes pour le faire. Aujourd'hui, c'est vraiment pour vous informer. Alors, et dans ce sens, ma présentation est structurée par une série de questions que je vais répondre. Et naturellement, à la fin, vous pouvez aussi poser encore des questions que je n'ai pas répondues. Tout d'abord, j'aimerais adresser la question « Pourquoi a-t-on besoin d'une identité électronique ?» Et aussi dans ce contexte, qu'est-ce que c'est une identité électronique exactement ? Je vais aussi aborder la question comment elle fonctionne. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais quand même les concepts principaux, je veux vous présenter parce que c'est très important pour bien comprendre ce qu'on veut
ce qu'on vous propose. Ensuite, au début, je vais parler beaucoup sur l'identité électronique et naturellement, elle est très importante, mais ça serait pas correct de parler que de l'identité électronique. Je vais vous montrer qu'avec cette infrastructure de confiance, beaucoup plus est possible, beaucoup plus est projeté et j'aimerais vous introduire aussi à ces concepts. À la fin, je vais vous parler des prochaines étapes et naturellement, comme déjà mentionné, vous auriez la possibilité de poser des questions. Alors, pour les questions, il y a deux moyens. Tout d'abord, nous avons le chat et vous pouvez déjà, pendant ma présentation, poser des questions. Ma collègue Zoé, qui est ici au studio, est en train de répondre à ces questions au fur et à mesure. Et des questions qui sont très importantes. Naturellement, nous pouvons aussi encore répondre oralement, soit vous posez la question encore une fois par le micro ou elle va la verbaliser, on va voir où on est. Mais cette session est vraiment conçue pour vous informer et répondre à vos questions. Encore aussi, je te prie de bien vouloir déjà mettre les links, les liens pour la présentation. Vous pouvez la retrouver sur GitHub en forme de PDF et vous pouvez la garder chez vous. Il y a la version en français, naturellement, mais aussi en allemand et en anglais si quelqu'un a besoin. Et aussi, s'il y a quelqu'un maintenant dans la session qui aime beaucoup le français mais préfère l'allemand, à 5 ans, je vais faire la même présentation en allemand et naturellement, vous pouvez nous joindre aussi à ce moment. OK, donc commençons maintenant avec les fameuses questions. Tout d'abord, pourquoi a-t-on besoin d'une identité électronique? L'Internet, c'est quelque chose de vraiment formidable. Mais les inventeurs et inventrices de l'Internet n'ont pas vraiment pensé aux questions d'identité. Peut-être avec une idée claire pour pouvoir éviter ceci, justement pour créer un espace libre où on peut se promener virtuellement sans savoir qui c'est de l'autre côté. Dans beaucoup de contextes, ça c'est totalement légitime et ça devrait rester aussi comme ça dans le futur, mais il y a quand même des moments où c'est important et intéressant d'être clair et sûr quelle est la personne, l'institution avec laquelle je suis en train d'interagir. Et exactement ceci, l'identité électronique veut résoudre. Et dans ce sens, on peut dire que l'identité électronique, c'est la forme numérique d'un document officiel. Donc, c'est la version digitale ou numérique de la carte d'identité, du passeport ou, dans le cas des personnes étrangères, de leur carte de séjour. Toutes ces personnes donc, qui ont déjà un document officiel émis par une autorité suisse peuvent, à travers de l'identité électronique, obtenir aussi la forme numérique, l'identité électronique. Mais l'identité électronique est facultative. Personne n'est obligé d'avoir un document sur soi quand il se promène ou elle se promène dans l'espace public. Et ce principe, on veut bien maintenir aussi dans le monde virtuel. Les personnes qui veulent une identité électronique peuvent la demander. Les personnes qui ne veulent pas avoir une identité électronique peuvent continuer leur vie tranquillement sans identité électronique. L'identité électronique est facultative. De pouvoir prouver ou montrer son identité d'une manière électronique sur l'Internet est chouette. Mais à la fin des comptes, ce n'est pas la raison pourquoi nous sommes en train d'établir cette infrastructure. Ce qu'on veut, c'est qu'avec l'identité électronique, après, on peut profiter des services, des produits, mais sans rupture de médias. Aujourd'hui, souvent, à la fin, il faut encore imprimer quelque chose, le signer, l'envoyer par courrier ou autre chose. Ce genre de rupture de médias, on veut éviter avec l'identité électronique.
Peut-être vous vous souvenez encore du débat sur le premier projet d'identité électronique. D'une part, la critique était que le rôle des organisations privées était trop importante, mais aussi que la protection des données n'était pas conçue d'une manière vraiment comme il faut. Et dans ce sens, on a maintenant choisi une architecture totalement différente qui permet que vous ou que moi, je contrôle avec qui je partage mes données. Comment ça fonctionne? Je vais vous présenter un slide un peu plus technique, c'est le seul. J'espère que vous avez la patience, mais je crois que ça vaut la peine de le adresser. Donc, voici le cercle de confiance et aussi l'infrastructure de confiance que nous sommes en train de développer. Vous avez à gauche l'émetteur. L'émetteur de l'identité électronique, c'est la police fédérale et c'est elle qui émet déjà aujourd'hui le passeport, la carte d'identité et dans le futur aussi l'identité électronique. Dans le cas analogique, vous recevez par courrier la carte d'identité ou le passeport et ensuite ce document est chez vous, vous avez le contrôle sur ce document. Dans le cas de l'identité électronique, vous recevez cette identité électronique pas par courrier mais par Internet et vous allez la conserver dans un wallet, dans un portefeuille électronique sur votre portable, sur votre smartphone. Une fois que cette identité électronique est arrivée chez vous, de nouveau, vous avez le contrôle sur cette identité électronique. Et si vous n'activez pas le wallet, si vous n'activez pas l'identité électronique, personne ne sait qui vous êtes. Seulement dans le cas où vous voulez présenter l'identité électronique à un tiers, à un vérificateur, ça peut être un site internet, ça peut être aussi quelqu'un dans la vie analogique, vous allez transmettre cette identité électronique de nouveau par internet à ce vérificateur. Le vérificateur reçoit vos données, mais pour être sûr, pour pouvoir confier que ces données que vous avez transmises sont des données correctes et authentiques, il a la possibilité de vérifier sur un registre justement l'authenticité de l'identité électronique. Ceci est possible parce que quand vous avez reçu l'identité électronique, vous n'avez pas seulement reçu un message qui dit vous êtes le nom, le prénom, la date de naissance et ainsi de suite, les attributs qui font partie de l'identité électronique, mais vous avez reçu aussi des signatures de l'émettrice de FedPol. C'est du matériel cryptographique qui voyage, qui va avec vos attributs aussi à l'heure de la présentation d'une identité électronique auprès d'un vérificateur. Et le vérificateur peut vérifier justement ces signatures dans les registres. On a un registre de base et un registre de confiance. Dans les questions et réponses à la fin, on peut aller dans plus de détails. Mais ces registres permettent au vérificateur d'être sûr que les données que vous présentez sont des données authentiques. Il est très important de mentionner que sur ces registres, il n'y a pas de mention de votre nom, de votre prénom, de date de naissance ou autre chose. C'est seulement un registre qui inclut des informations sur les émetteurs, sur les vérificateurs et aussi sur des preuves électroniques qui ont été révoquées. Donc, cette image, c'est très important de la garder en tête quand on parle des différents rôles qui sont inclus dans ce jeu de l'identité électronique et de l'infrastructure de confiance. Alors, pour pouvoir développer cette infrastructure, quand même un
effort considérable et nécessaire. Nous sommes au sein de la Confédération une équipe de plus de 80 personnes. Nous avons un budget de plus ou moins 180 millions de francs pour l'année passée et les prochains 4 ans. Donc on voit, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est pas le projet le plus grand en termes de TI, mais quand même c'est important, sans doute. Peut-être vous avez déjà vous demandé SVU, qu'est-ce que c'est? Donc SVU, c'est la marque, c'est le nom de l'application du portefeuille électronique. C'est un nom que nous avons développé. Zoé était aussi très dédiée dans ce processus. C'est un mot artificiel qui est composé par différents éléments. Au début, évidemment, on a le SWI pour Switzerland, pour la côté suisse de notre projet. Au milieu, nous avons le I, en anglais, moi-même, aussi innovation, identité. Et à la fin, le U, c'est ma contrepartie, le vous, le toi, mais aussi l'unité, United. J'espère bien que ça vous plaît et que SVU va faire partie de votre vie très prochainement d'une manière importante et positive. Donc, je viens de parler de ce portefeuille électronique, le wallet SVU. Avec cette application, vous pouvez demander l'identité électronique, mais aussi d'autres preuves électroniques tout d'abord. Donc, pour avoir quelque chose dans le wallet, parce qu'un wallet ou un portefeuille sans rien, ce n'est pas très intéressant. Après, naturellement, vous pouvez conserver l'identité et les autres preuves électroniques d'une manière sécurisée dans ce wallet. Et finalement, et ça c'est la chose la plus importante, de pouvoir ensuite présenter l'identité électronique et d'autres preuves électroniques. Donc ce sont les fonctions les plus importantes de ce portefeuille électronique qui va être mis à disposition par la Confédération à vous d'une manière gratuite. Si je parle de gratuite, peut-être vous vous posez la question, et cette identité électronique, c'est quoi le prix? Donc le prix est gratuit aussi. Si vous avez déjà un document comme la carte d'identité, le passeport, qui est payant, vous avez ensuite le droit d'obtenir une identité électronique gratuitement. Le passeport, la carte d'identité ou la carte de séjour doit être valide encore, mais à part ça, il n'y a pas de frais pour vous directement. J'ai montré qu'on est en train d'utiliser des ressources que la Confédération a obtenues à travers des impôts. Donc indirectement, naturellement, vous êtes aussi en train de donner du support financier, mais directement, il n'y a pas de frais pour les titulaires d'une identité électronique. Alors, peut-être, ou probablement, vous allez vous poser la question aussi, mais c'est quand même ma identité électronique. Ça doit être vraiment sûr, parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre se présente dans mon nom. Et aussi, comme moi, j'utilise ma identité électronique, je veux que ma vie privée est quand même protégée. Et si on regarde ou si on lit ces motions que j'ai mentionnées, qui ont initié le second projet de loi pour l'identité électronique, on voit que justement la sécurité et la protection des données, la protection de la vie privée et vraiment sont des soucis très importants, pas seulement des parlementaires, mais aussi du Conseil fédéral et naturellement de notre part l'équipe qui est en train de préparer ces produits. Donc, comment nous sécurisons votre identité électronique? Tout d'abord, j'aimerais mentionner que l'identité électronique est enregistrée d'une manière décentralisée. Chaque fois je commence d'une autre manière. L'identité électronique
est toujours sauvegardée sur le portable du titulaire et seulement sur le portable du titulaire. Nous, à la Confédération suisse, nous ne sommes pas en train d'établir une autre base de données avec toutes les identités électroniques. Non, les identités électroniques sont sécurisées, sont enregistrées seulement sur votre portable. Et ce enregistrement de l'identité électronique sur votre portable est fait d'une manière qu'il n'est pas possible de transférer votre identité électronique d'un portable à un autre. Les identités électroniques sont toujours liées à un smartphone, plus précisément au cryptoprocessor. C'est un élément du hardware, du portable, qui permet justement de créer une liaison très forte entre l'identité électronique et le portable. Une fois que vous avez transféré ou présenté votre identité électronique à un tiers, naturellement, ce tiers a vos données. Il reçoit aussi des signatures du matériel cryptographique, justement pour pouvoir vérifier si votre identité électronique est authentique. Mais avec ces données, il n'est pas capable de se représenter comme vous. Il n'est pas possible de faire, en anglais on dit, de faire un replay. L'identité électronique, c'est seulement vous qui pouvez la présenter. Pour la transparence, tous les éléments sont des logiciels open source qu'on a déjà publiés ou qu'on va encore publier sur GitHub. Donc, les personnes qui ont les connaissances techniques pour pouvoir lire le code peuvent le faire. Donc, on n'exige pas simplement de dire oui, on fait tout comme il faut, croyez-nous. Non, vous pouvez le vérifier et contrôler vous-même. À part ça, naturellement, nous avons un numéro de contrôle externe en place. On fait des tests de pénétration. On va faire un programme Bug Bounty et d'autres moyens pour vraiment contrôler la sécurité pour vous garantir une sécurité maximale. Et finalement, les données qu'on obtient pendant l'émission de l'identité électronique sont sauvegardées dans des centres de calcul de la Confédération ici en Suisse. Et là aussi, nous sommes en train d'implémenter des mécanismes de sécurité élevés. Donc, ceux-ci sont les éléments ou les mécanismes qu'on met en place pour vraiment sécuriser votre identité électronique. Alors, pour protéger votre vie privée, nous avons encore d'autres mécanismes qu'on va réaliser. Tout d'abord, il est très important de mentionner que si vous êtes en train d'interagir avec un tiers, vous savez toujours avec qui vous êtes en train d'interagir. Ou si nous, la Confédération, nous ne pouvons pas vous donner une affirmation qu'on connaît ce tiers et qu'il est confiable, vous allez recevoir aussi une indication dans ce sens dans le portefeuille électronique. Ceci est possible parce que, vous vous souvenez, il y a ces registres, le registre de base et le registre de confiance. Et avec ces mécanismes, nous sommes capables de vous fournir des informations sur les vérificateurs et aussi sur les émetteurs des preuves électroniques. Donc ça, c'est un premier point. Un second point, c'est que c'est toujours vous qui décidez si vous voulez transmettre des données, oui ou non. Avant de transmettre vos données, vous recevez toujours un message. Le tiers XY aimerait savoir votre nom, votre date de naissance ou je ne sais pas quoi. Et après, vous pouvez décider, oui, je veux transmettre mes données, je veux les présenter ou non. Cette organisation n'est pas confiable, je ne le veux pas. Et naturellement, après, le processus est abordé, mais quand même, vous êtes au contrôle de vos données.
Il est aussi possible de ne pas partager toutes les données. Moins de données, c'est mieux souvent. Donc, si par exemple quelqu'un a besoin seulement de votre âge, vous pouvez présenter seulement l'âge et pas le nom et le prénom et où vous êtes né et d'autres informations. Donc, on peut faire une présentation sélective de vos attributs. Et finalement, ça c'est aussi un point très important, si on prend différentes interactions que vous auriez normalement avec votre identité électronique, il se pose la question, est-ce que c'est possible de tracer ces différentes interactions, soit avec la même organisation ou avec plusieurs organisations, pour créer un profil de vous. Ceci n'est pas la volonté du Conseil fédéral ni du Parlement et nous sommes en train de préparer des mécanismes qui font en sorte que cette non-traçabilité est garantie aussi. On peut entrer en plus de détails dans les questions après, si vous le désirez. Alors, maintenant, avec ceci, j'ai plus ou moins vous présenté tous les éléments que j'ai voulu vous présenter sur l'identité électronique en soi. Mais il est très important de mentionner qu'avec ce projet, on veut beaucoup plus que seulement une identité électronique. Ça veut dire que avec l'identité électronique, il sera dans le futur aussi possible d'utiliser le nouveau login des autorités suisses, AGOF, qui a été déjà introduit dans quelques cantons germaniques ou alémaniques. On peut utiliser ce login aussi avec l'identité électronique, ou je devrais dire avec l'identité électronique, ce login AGOF sera encore plus simple. Je sais que AGOF va être introduit aussi dans des cantons francophones ou romans prochainement, donc ça va être aussi important pour vous dans la Suisse romande. Donc ça c'est une première application, comment l'identité électronique peut être utilisée. Ensuite, nous sommes en train de voir comment on peut donner un accès direct à la signature électronique qualifiée, aussi avec l'identité électronique. Comment on peut simplifier votre vie dans ce contexte. On aimerait aussi simplifier votre vie dans le contexte d'une nouvelle souscription pour un abonnement de téléphone mobile, que ce soit aussi possible simplement en ligne et que ce n'est plus nécessaire d'aller dans un magasin pour obtenir une nouvelle souscription. La même chose pour des services financiers, bancaires, d'assurance et autres. Aussi là, nous croyons qu'avec l'identité électronique, beaucoup de services, beaucoup de transactions peuvent être simplifiées pour vous, mais aussi pour les entreprises, pour simplement tourner la vie plus efficace. L'identité électronique peut être utilisée dans le domaine virtuel, mais probablement, ou je crois aussi, dans la vie analogique, par exemple, dans le contexte d'un achat où il y a des limitages. Là aussi, vous pouvez présenter votre identité électronique pour prouver que vous avez plus que 18 ans et pour cette raison, vous pouvez acheter certaines boissons ou d'autres produits. Donc, ceci sont des applications pour l'identité électronique, mais nous sommes aussi en train de préparer d'autres brevets électroniques. Par exemple, nous sommes en train de préparer le permis de conduire électronique. Donc, vous pouvez obtenir pas seulement l'identité électronique dans votre wallet, mais aussi le permis de conduire. Tout d'abord, il vous faut l'identité électronique pour pouvoir vous présenter auprès des autorités routières cantonales. Et ensuite, si ces autorités vous retrouvent dans le registre pour le permis de conduire, ils vont vous émettre aussi le permis de conduire. Ceci n'est pas seulement une idée. À certains points, c'est déjà la réalité. Le EPEC, donc le permis d'élève conducteur électronique, c'est un projet pilote qu'on a réalisé déjà il y a une année dans le canton d'Appenzell-Rhodes extérieur.
il y a plus que 1000 personnes qui utilisent déjà ce EPEC, ce permis d'élève conducteur électronique. Et nous sommes en train de préparer l'extension de ce pilote dans toute la Suisse à partir de l'été de cette année. Et ce projet pilote nous a déjà fourni plein de nouvelles ou des expériences pour comment on peut améliorer le produit. Et naturellement, nous sommes très curieux de voir aussi les réactions auprès de l'EPEC dont la Suisse remonte plus tard cette année. Et dans ce sens, ma question à vous serait finalement, une fois que je vous ai présenté quelques cas d'application, quels seraient vos cas d'application que vous aimeriez voir réalisés? Comment souhaitez-vous utiliser SUIU dans votre vie? N'hésitez pas de mettre des commentaires à ce point-là dans le chat. Donc, pour finaliser ma présentation, encore quelques mots sur les prochaines étapes. D'abord, j'aimerais parler sur la dimension légale et ensuite aussi sur la dimension produit technologique. Donc, je l'ai mentionné, nous avons le délai de récolte des signatures qui va jusqu'au Pâques de cette année, donc encore quelques semaines. Ensuite, nous allons découvrir si les 500 000 signatures ont été récoltées et si c'est le cas, on aura une votation soit en septembre ou en novembre sur la loi de l'identité électronique. De toute manière, nous allons lancer la consultation sur l'ordonnance, normalement encore avant les vacances d'été. Et naturellement, vous êtes les bienvenus de nous fournir vos positions sur cette ordonnance. Pour le moment, nous travaillons avec l'hypothèse que nous pouvons mettre la loi sur l'identité en vigueur en 26 et au même moment, naturellement, nous allons aussi mettre la infrastructure de confiance et l'identité électronique en production. Avant ceci, nous allons lancer Public Beta. Public Beta, c'est en principe toute l'infrastructure de confiance, mais encore en forme de test. Nous allons lancer cette Public Beta très prochainement et on espère bien que vous allez utiliser cette infrastructure de test. Il sera possible de déjà mettre le wallet sur votre portable. Vous êtes aussi capable d'obtenir une Beta ID, c'est une identité électronique démo, pseudo. Elle n'a pas de valeur légale, mais techniquement, elle a toutes les caractéristiques qui sont aussi les caractéristiques de l'identité électronique productive. Et le lancement progressif de l'EPEC, j'ai déjà mentionné auparavant. Donc, ceci sont les prochaines étapes importantes pour les prochains 12 ou quelques mois. Encore un mot sur l'interopérabilité de l'identité électronique. Ce mot un peu technique se réfère à la question si je peux utiliser l'identité électronique aussi à l'étranger. Là, au début, je peux clairement dire que non, l'identité électronique ne sera pas encore reconnue à l'étranger. Techniquement, naturellement, l'Internet n'a pas des frontières. Si quelqu'un à l'étranger veut obtenir, ou je veux dire, si un vérificateur étranger veut travailler avec l'identité électronique suisse, il le peut. Notre système est ouvert, mais d'une manière légale, l'identité électronique ne sera pas encore reconnue. Mais cette reconnaissance est sûrement un objectif à moyen terme. Et dans ce contexte, je peux vous dire que nous sommes actifs dans plusieurs endroits ou différentes organisations justement pour arriver à cette interopérabilité
techniques et aussi régulatoires pour l'identité électronique. Et je peux aussi mentionner que nous sommes en train d'organiser une conférence importante en juillet à Genève à ce sujet. Avec ceci, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous invite à abonner à notre newsletter. Avec ceci, vous recevez les informations les plus importantes sur notre projet. Vous recevez aussi les invitations pour nos réunions de participation qui ont lieu plus ou moins une fois par mois et où nous fournissons des actualités sur le projet. Et avec ceci, je vous invite vraiment de participer avec SVIO à la transformation numérique de la Suisse. Et avec ceci, je pose la question à Zoé. Où on est avec les questions? Y a-t-il des questions qu'on devrait aborder ou adresser ici? Il y a énormément de questions très intéressantes, certaines avec beaucoup de détails. Je peux en prendre une qui est un peu technique. Il y a John qui demande est-ce que la non-traçabilité sera disponible dès le premier déploiement de l'EID en 2026 ? Je pense direct avec une difficile. Très bien. OK, la non-traçabilité, je l'ai déjà mentionné très brièvement et peut-être ça vaut la peine de tout d'abord encore expliquer une fois un peu plus qu'est-ce que ça veut dire non-traçabilité. Donc, si je présente mon identité électronique avec toutes les données, donc avec mon nom, avec ma date de naissance et ainsi de suite, le vérificateur, le tiers, a beaucoup d'informations sur moi. Et si une autre fois, je présente de nouveau mon nom, ma date de naissance et ainsi de suite, avec ces informations, avec ces attributs, naturellement, il est possible de lier une interaction avec une autre. C'était Rolf Rauschenbach, né le 19, je ne sais pas quoi, et de nouveau, c'est Rolf Rauschenbach. Donc, si on a une interaction où on fournit beaucoup de données, la traçabilité est automatiquement donnée. Par contre, si je présente dans une interaction, par exemple, seulement ma date de naissance ou même seulement le fait que j'ai plus que 18 ans, cette information est exactement la même si moi je la présente ou une autre personne adulte. C'est toujours la personne a plus que 18 ans. Donc, seulement avec cette information plus que 18 ans, naturellement, on ne peut pas lier d'une manière intelligente des différentes interactions parce que c'est toujours plus que 18 ans. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité concernant en anglais, on dit payload, donc l'information qu'on transmet. Mais j'en suis sûr, vous vous souvenez que j'ai mentionné qu'à part de cette information, on fournit aussi des signatures, du matériel cryptographique. Et la nature de ce matériel cryptographique, les signatures, est très importante. Il y a différentes procédures cryptographiques qu'on peut utiliser. Et dans certaines procédures, cette signature est toujours la même. Mais elle est toujours la même pour moi. Pour quelqu'un d'autre, c'est toujours la même pour quelqu'un d'autre. Donc, si on prend de nouveau le cas où des différentes personnes présentent la preuve d'être plus âgées que 18 ans, avec la signature, si ma signature ou la signature qui vient avec est toujours la même, ce site va pouvoir dire « Ah, c'est de nouveau la même personne qui arrive. Elle était ici hier et de nouveau elle retourne. Et si une fois j'ai aussi fourni mon nom et ma date de naissance, aussi avec le même matériel cryptographique, ils peuvent lier toutes ces interactions et créer un profil. Donc ça, c'est le problème de la traçabilité ou non-traçabilité. Et il est évident
que cette traçabilité n'est pas quelque chose qu'on veut. Et le Conseil fédéral a pris la position dans sa décision sur la technologie initiale pour l'identité électronique. Ça a été une décision qui a été prise en décembre de l'année passée, que l'identité électronique doivent être non traçables. Mais, il y a un petit mais, comme cette non-traçabilité n'est pas triviale de réaliser, il a aussi dit que si nous ne sommes pas capables de fournir la non-traçabilité dès le début, on peut d'abord introduire une identité électronique traçable et plus tard introduire ou supplémenter, complémenter l'identité avec une identité électronique non traçable. Donc ça c'est la situation actuelle. Je peux vous dire que nous sommes en train de travailler d'une manière très intense pour pouvoir vous fournir une identité électronique non traçable dès le début, mais ceci, aujourd'hui, je ne peux pas encore garantir. Nous avons un petit problème avec le ton. Je crois que si tu parles lentement, ça devrait aller. Je ne sais pas si les gens m'entendent bien. On va voir ça. Mais je pense qu'on a... Alors, on va changer le microphone le micro de Rolf, comme ça tout ira bien. Merci, super, c'est parfait. Merci pour les retours. J'essaye, je continue. C'est mieux maintenant. Oui, je pense que ça a l'air d'être bon. Oui, oui, tout le monde réagit que c'est bon. Il semble que la pile peut-être. Voilà, la batterie était faible au final. Il y a plusieurs questions au sujet du dossier de patient. Si l'IID pourra être utilisé pour ça, ou est-ce qu'il sera possible d'avoir aussi d'autres justificatifs sur sa SWIU wallet? Ok, d'accord. Donc, d'abord, le DEP, le dossier électronique du patient. Il est évident que pour pouvoir accéder au DEP, il est nécessaire d'avoir un moyen d'identification. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs de ces moyens d'identification. Il est l'idée que l'identité électronique va être qu'on peut utiliser l'identité électronique aussi pour pouvoir accéder le DEP. Avec l'identité électronique, à travers AGOF, que j'ai mentionné, ce login, le mécanisme de login, pour pouvoir accéder. Oui, nous sommes en train de travailler sur ceci et je suis assez sûr que ça va être fourni. En ce qui concerne d'autres preuves électroniques dans le domaine médical ou de santé, là, en ce moment, je ne connais pas de projet, mais il est totalement envisageable qu'il y aura d'autres preuves électroniques qui concernent la vie, la santé d'une personne. La Confédération en ce moment n'est pas en train de préparer quelque chose comme ça, mais il est aussi possible que des privés le font. Là, il n'y a pas de limite en soi. Ce que je peux dire aussi, c'est clairement que le wallet SWIU et cette infrastructure de confiance ne va pas remplacer le DEP. Ce sont vraiment deux choses à part, dans ce sens. Et dans la même question, il y avait aussi, enfin dans le même thème, il y avait aussi des questions par rapport à est-ce qu'on pourrait avoir une carte de membre dans sa SWIU Wallet et si des personnes peuvent tester l'infrastructure et l'application actuelle pour des cas de données pour eux. Oui. OK, donc des cartes membres et d'autres preuves électroniques, oui, bien sûr, soyez les bienvenus. Ça, c'est vraiment l'idée. Cette infrastructure de confiance, c'est un système ouvert. Il y a peu de limites de contenu, je dirais, et l'utilisation de l'infrastructure de confiance est presque gratuite aussi pour les émetteurs et pour les vérificateurs. Nous allons demander un petit émoulement pour le enregistrement dans les registres
mais ce sont des émoulements vraiment minuscules si on les compare avec les investissements qui sont nécessaires pour faire une intégration dans l'infrastructure de confiance. Donc oui, dans ce sens, the limit is the sky. Le ciel est la limite. Et je suis très curieux quelles seront toutes les différentes idées que les personnes auront, les organisations, les associations, pour comment cette infrastructure de confiance va être utilisée. Et en ce qui concerne Public Beta, bien sûr, elle va être lancée très prochainement et tout le monde peut l'utiliser. Nous allons mettre à disposition pas seulement le portefeuille électronique et la Beta ID, nous allons mettre à disposition aussi en forme de logiciel open source un logiciel qui va vous permettre d'émettre vos preuves électroniques comme une carte membre. Et nous allons mettre aussi à disposition un logiciel que vous pouvez intégrer dans vos systèmes primaires pour la vérification soit de l'identité électronique ou d'autres preuves électroniques. Et vraiment, je recommande hautement à tout le monde d'utiliser Public Beta pour se familiariser avec la technologie, pour voir quelles sont les mesures nécessaires, pas seulement au niveau technologique, mais aussi au niveau organisationnel, processuel, pour se préparer pour la version productive en 26. Il y avait aussi des questions de l'ordre de sécurité ou aussi de perte de téléphone. Peut-être qu'on va prendre d'abord celle qui est sécuritaire. Serge a demandé si quelqu'un prend le contrôle de son téléphone, alors cette personne peut souscrire des abonnements à son nom, ouvrir des comptes en banque. Là, on a répondu dans le chat l'article de loi en question qui a été adopté. La chose étant que on va pouvoir se protéger. Enfin, la personne utilisateur est responsable de protéger son téléphone ainsi que sa wallet. Il y aura un code à la wallet. La wallet ne peut pas être activée tant qu'il n'y a pas de code sur le téléphone. Et au-delà, c'est un peu la même chose qu'avec une carte d'identité ou une carte de crédit. Aujourd'hui, on ne la laisse pas aux mains de tout le monde. Et ce sera du coup effectivement de la responsabilité de la personne de faire attention de ne pas donner ses codes et de les changer si nécessaire. Oui, mais il y a encore un élément très important. Dans le cas de la perte d'un portable, vous avez la possibilité d'aller à un poste de police et de déclarer que vous avez perdu votre portable et que vous aimeriez révoquer, annuler votre identité électronique. Ceci est possible justement avec une petite mention sur le registre de base. Et avec ceci, même si quelqu'un pourrait accéder à votre wallet, ce qui ne devrait pas être possible, mais même si une personne a la capacité d'accéder au wallet, elle ne pourrait plus utiliser cette identité électronique parce qu'elle est révoquée par vous, par la police fédérale. Donc, et ceci, je dirais, c'est un autre avantage en comparaison avec la carte d'identité analogique. Si quelqu'un la vole, on ne peut pas les détruire à distance. Naturellement, avec la photo et tout ça, c'est un peu difficile de l'utiliser, mais quand même, l'identité électronique, on peut la révoquer dans le cas d'une perte. Et comme ça, je pense qu'on peut vous protéger aussi dans ce cas. Il y a encore d'autres questions ? Oui. Comment se passe un contrôle d'identité par la police via une EID qui aurait été révoquée ou dans un lieu où il n'y a pas de réseau Internet disponible? Tu peux répéter, pardon? Oui. Comment se passe la vérification d'une EID qui aurait été révoquée? Ok. Donc, et d'abord, avant de répondre à ces questions, j'aimerais mentionner qu'on a préparé un petit questionnaire
Je ne sais pas si tu l'as déjà mis dans le chat, mais on a préparé un petit questionnaire simplement pour pouvoir savoir si cette session était utile pour vous, comment on pourrait l'améliorer. N'hésitez pas de nous fournir les commentaires soit directement dans le chat ou à travers de ce formulaire. Donc la question c'était qu'est-ce qui se passe avec une identité électronique révoquée? Révoquée ou quand il n'y a pas d'Internet, deuxième question. OK, et quand il n'y a pas d'Internet. Donc si une identité électronique a été révoquée et quelqu'un l'utilise, essaye quand même de la présenter, on peut la présenter parce que sur le portable, elle n'est pas révoquée. La police fédérale ne peut pas accéder à votre portable et détruire votre identité électronique sur votre portable. Ceci n'est pas possible. Mais une fois que quelqu'un présente une identité électronique révoquée, le vérificateur va recevoir un message quand il fait la vérification à travers des registres que justement cette identité électronique a été révoquée. Et ensuite, c'est à lui de dire « Ah, je confie quand même, je fais quand même la confiance » ou il va dire « Désolé, mais cette identité électronique a été révoquée et pour cette raison, elle ne fonctionne plus. » Alors, pour la question de la situation sans Internet, là, il faut distinguer un peu. Nous sommes encore en train de trouver des solutions pour ça. Tout d'abord, j'aimerais quand même dire qu'en principe, l'identité électronique a été conçue principalement pour l'Internet. Et s'il n'y a pas de l'Internet, on n'a pas non plus besoin d'une identité électronique. Mais ceci dit, on essaie quand même de trouver des solutions aussi pour cette situation. Et la démarche sera probablement plus ou moins ceci. Un vérificateur peut accéder, quand il a accès au Internet, aussi au registre. Il peut copier les informations importantes du registre d'une manière locale. Et ensuite, s'il fait une vérification sans Internet, cette vérification peut avoir lieu quand même. L'autre question, c'est naturellement comment des informations arrivent de mon portable auprès du vérificateur sans Internet. Là, il est envisageable qu'on peut utiliser par exemple un moyen comme Bluetooth ou autre. Là, on n'a pas encore toutes les solutions. Il est possible qu'au début, au moins, ce cas ne sera pas encore résolu, mais nous sommes en train de penser à ça aussi. Je regarde sur le temps, on est presque à 5 heures, peut-être une dernière question. On peut prendre une dernière question qui rassemble plusieurs questions. C'est un peu sur les attributs qui sont demandés lors d'une vérification. Qui choisit ça? Je peux aussi déjà répondre. Et il y a aussi un peu une question qui va au sens de la question minimale de l'âge. Peut-être que tu peux prendre ensemble. Ou je peux y répondre si tu souhaites. Donc, je prends la première et toi, tu prends la seconde. Et après, on arrive à la fin pour cette session. Mais